Alors, s'il vous plaît, bon après-midi à tout le monde. La commission reprend ses travaux. On débute nos auditions d'après-midi avec les représentants du Comité des femmes du Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec. Mesdames, merci beaucoup d'être avec nous. Vous connaissez les règles, bien sûr, présentation pour cette période d'échange. Donc, la parole est à vous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je me présente, je suis Marie Malavoie, présidente du Comité des femmes du Cercle ex-parlementaire. Je suis accompagnée à ma droite de Christiane Pelchat, membre du même comité. Christiane est à l'écran et c'est Carole Théberge qui est à mes côtés. Donc, notre trio a le mandat de vous faire part de nos commentaires sur le projet de loi de constitution du Québec. D'abord, permettez-moi simplement de vous situer que le mandat du Comité des femmes est simple à comprendre, il est double. Nous voulons une loi sur la parité, ce qui existe dans bien des parlements du monde n'est pas encore au Parlement du Québec, et nous accompagnons les femmes qui font de la politique ou qui veulent en faire. Même s'il y a des avancées notables en matière de présence des femmes dans les parlements, il reste qu'à l'échelle du monde, on est à peu près rendu à 27% de femmes qui sont parlementaires. Le Canada lui-même est au 70e rang. Le Québec peut s'enorgueillir d'avoir 46% de femmes élues actuellement, mais nous savons que des reculs sont possibles. On en a eu un majeur entre 2014 et 2012 où on a perdu 5,6% d'élus. C'est pourquoi nous voulons vous convaincre qu'il y a moyen, dans ce projet de constitution, d'introduire de façon plus claire la nécessité de donner de la place aux femmes. Je vais laisser ma collègue Christiane Pelchat vous parler de l'importance de la parité, non pas comme un luxe, mais comme un droit. Merci Marie. Bonjour mesdames, messieurs les députés. Un bonjour spécial aux anciens députés, particulièrement ma collègue Marie Malavoie et Carole Théberge et bien sûr les autres anciens députés que je vois de dos, là, mais je pourrais les reconnaître, mais je ne me risquerai pas. Alors, le droit à la parité, je vous dirais a été plus rapidement inscrit en droit international qu'en droit interne. Et j'ajouterais même que c'est sous le modèle du droit international que le droit à l'égalité a aussi fait son entrée dans nos instruments juridiques internes. Ça a été beaucoup plus long à faire reconnaître comme droit, mais notons que dès 1945, les Nations unies avaient adopté la Charte des Nations unies qui déclarait que les femmes et les hommes étaient égaux. Même chose dans la Déclaration universelle des droits de 1948, où on déclarait que les femmes et les hommes avaient les mêmes droits et que l'on ne pouvait pas discriminer une personne en vertu de son sexe. Il y a eu en 1953 la Convention sur les droits politiques de la femme. Et bien sûr, le Pacte international des droits civils et politiques en 1966 et en 1982, la Convention contre l'élimination des discriminations faites aux femmes. C'est important de mentionner ces instruments-là parce que le Canada a ratifié tous ces instruments et le Québec adhère à ces instruments, particulièrement à la Convention contre l'élimination des discriminations faites aux femmes, la CEDEF. Et le Québec participe même au rapport qui est remis par le gouvernement du Canada à l'ONU à tous les 4 ans pour justement faire état de son respect de la CEDEF et de l'égalité entre les femmes. Et c'est même en vertu de la CEDEF que le gouvernement du Québec a adopté plusieurs lois et plusieurs normes et mesures pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Rapidement, je voudrais vous dire que l'égalité entre les femmes et les hommes, elle se définit, puis je vais citer la Commission européenne, c'est important de saisir cette définition qui dit que l'égalité, entre les femmes et les hommes, c'est une notion signifiant d'une part que tout autre humain est libre de développer ses propres aptitudes et de procéder à des choix indépendamment des restrictions imposées par les rôles réservés aux femmes et aux hommes, et d'autre part que les divers comportements, aspirations et besoins des femmes et des hommes sont considérés, appréciés et promus sur un pied d'égalité.
Ce qui est intéressant là-dedans, dans cette définition-là, c'est on exprime le fait que les femmes sont souvent définies par des stéréotypes qui les empêchent d'aller plus loin qu'elles le souhaiteraient, au même titre que les hommes. Alors, pour donner vie à la Charte québécoise des droits et libertés, le gouvernement doit être proactif et inclure dans ses lois des mesures comme, par exemple, l'équité salariale ou encore les services de garde à l'enfance subventionnés pour permettre aux femmes d'avoir les mêmes chances sur le marché du travail. Alors, la CEDEF, le comité de la CEDEF a confirmé que la parité entre les femmes et les hommes est une obligation des États membres, donc une obligation, dirait-on, du gouvernement du Canada et donc du gouvernement du Québec. Je crois qu'on pourrait même dire que donner la parité de représentation aux femmes au Québec est une obligation constitutionnelle du gouvernement du Québec. Et je serais même prête à aller plaider ça devant nos tribunaux. Donc, je pense que le gouvernement du Québec pourrait très bien inclure et le ministre de la Justice dans sa Constitution, une recommandation ou un article qui prévoirait l'égalité de représentation pour les femmes et les hommes. Et comme ça, il pourrait vraiment donner vie à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je repasse la parole à ma collègue Marie. Merci. Alors, vous comprendrez que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, nous pensons qu'il y aurait lieu, dans le projet de loi sur la Constitution du Québec, d'améliorer la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, nous avons un certain nombre de propositions concrètes et je vais tout de suite en venir aux propositions. La première, ce serait d'ajouter dans le préambule un considérant. Nous vous proposons d'ajouter le texte qui a été mis à la Charte québécoise en 2008, mais nous vous proposons également, et là je vais prendre le temps de le lire, ce qui est mis dans la Constitution française, c'est-à-dire la loi favorise l'accès égal des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Nous pensons que ce serait bien que ce soit dès le préambule. Deuxième question, nous pensons qu'à l'article 28, au lieu de dire que l'État protège l'égalité entre les hommes et les femmes, on devrait dire que l'État garantit l'égalité entre les hommes et les femmes. Je vais tout de suite passer à une question qui nous semble importante et qui regroupe nos recommandations 6, 7, 9 et 11. Il faut que dans les caractéristiques fondamentales du Québec, quand on parle de langue française, de tradition civiliste, de laïcité de l'État, de modèle d'intégration de la nation québécoise, il faut ajouter à chacun de ces endroits l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous pensons également qu'il serait bon de féminiser le texte de loi. Il y aurait moyen de parler de députés et de députés. Il y aurait moyen également de dire très clairement qu'on veut un Conseil des ministres qui soit paritaire, moyen également de dire que le Conseil constitutionnel, qui aura 5 personnes, aura 2 hommes et 2 femmes, et sa présidence serait en alternance un homme ou une femme. Bref, nous pensons que dans la Constitution, il faut enchasser le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, et en disant précisément à certains endroits, par les mots que nous proposons, que c'est notre intention. Merci. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On débute la période d'échange avec le Monsieur le ministre pour 9-15, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors, salutations à Mme Malavoie, Mme Théberge, Mme Pelcha, aux 2 anciens parlementaires également qui vous accompagnent, l'ancien député de Chemédé, l'ancien député de Drummond, effectivement. Alors, salutations. Vous avez tous servi à un moment ou un autre dans des gouvernements. Vous avez été également, à part peut-être Mme Théberge, où vous n'avez pas été dans l'opposition. C'est ça, vous avez juste connu le gouvernement. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de la disposition de souveraineté parlementaire? Pensez-vous que l'État québécois, le Parlement du Québec, devrait pouvoir, lorsqu'il le juge opportun, en toutes circonstances, pouvoir utiliser la disposition de souveraineté parlementaire ou la clause dérogatoire, comme c'est le cas actuellement en vertu de l'arrêt Ford de 1988. D'ailleurs, Mme Pelcha était là à cette époque-là. Donc, les parlementaires puissent, en toute liberté, avec leur mandat électif,
sans autre condition, utiliser la disposition de souveraineté parlementaire? Je vais peut-être demander à Mme Pelchat de répondre à cette question, parce que c'est une question vraiment plus de droit. Je pense que c'est dans ses talents de vous répondre. Merci, Marie. Monsieur le ministre, j'ai eu l'occasion de le dire ici parce que, évidemment, comme je l'ai déjà dit, moi, j'ai voté en faveur de l'utilisation de la clause dérogatoire en 1988. C'est une clause que la Cour d'appel du Québec, en février 2024, a qualifiée de clause de souveraineté parlementaire. Et j'ai un peu un malaise avec ce qu'a proposé le barreau cette semaine, de confier cela à un comité qui pourrait même faire appel à la Cour d'appel. Une clause de souveraineté parlementaire, ça dit bien ce que ça doit dire, c'est ce que ça doit faire, c'est-à-dire c'est le Parlement qui adopte cette clause. Et n'oublions pas que quand on fait affaire, quand on utilise la clause dérogatoire, on utilise la clause dérogatoire pour une loi spécifique et non pas pour toutes les lois du Québec et tous les droits qui sont inclus dans les articles qui sont suspendus. OK. Je comprends alors que vous, Mme Pelchat, et vous, Mme Théberge, comme ancienne membre du Parti libéral du Québec, vous êtes en rupture avec le Parti libéral du Québec actuellement, qui vient de refuser de reconnaître l'état du droit actuellement, que le Parlement du Québec pouvait. On vient tout juste de faire ça à l'Assemblée nationale au Salon Rouge. Là, vos collègues qui étaient présents dans les tribunes, qui étaient assis devant moi, ont vu le Parti libéral du Québec refuser d'approuver une motion qui disait spécifiquement qu'il était légitime que le Parlement du Québec, sans aucune contrainte, puisse utiliser cette disposition-là pour appuyer le barreau du Québec. Donc, comment vous qualifiez ça, le nouveau Parti libéral du Québec? Moi, c'est pas la première fois que je suis en rupture avec ou le Parti libéral, ou la CAQ, ou le PQ, ou QS, puisque j'ai une forte tendance à être en rupture avec les partis politiques. Donc, ça ne me surprend pas. Mais quand on est dans l'opposition, souvent, on a des positions. Quand on arrive au pouvoir, on a d'autres positions. C'est le seul commentaire que je vais faire là-dessus. OK, je vous remercie. Donc, j'ai bien entendu, vous souhaitez la parité, vous souhaitez que ça soit introduit dans la Constitution du Québec. Je voulais vous demander, est-ce que vous croyez que la liberté de religion doit être au même niveau que l'égalité entre les femmes et les hommes, ou on doit faire primer l'égalité entre les femmes et les hommes sur la liberté de religion? En fait, Monsieur le ministre, on a une de nos propositions. Je suis passée un peu vite dessus, mais ça me fait plaisir d'y revenir. Notre proposition 10 dit que nous saluons la phrase suivante. En cas de conflit entre le droit et l'égalité entre les femmes et les hommes, l'exercice de la liberté de religion, le premier l'emporte. Donc nous sommes très à l'aise avec ce libellé. Nous pensons que l'égalité entre les femmes et les hommes doit primer sur toute autre considération. OK. Peut-être une dernière question avant de céder la parole à mes collègues. Là. Nous n'avons pas prévu de formule d'amendement dans la Constitution, laissant la possibilité au Parlement d'être souverain dans le futur si jamais il souhaitait modifier la Constitution, surtout pour ne pas se retrouver dans une situation comme avec la Constitution canadienne où, au dire même de Pierre-Éliott Trudeau, on allait verrouiller ça pour au moins 1000 ans. Alors, il reste encore pas mal de temps avant de trouver la clé. Cela étant, qu'est-ce que vous pensez de cela, du fait qu'on n'ait pas mis de formule d'amendement? En fait, nous, on trouvait que c'était un manque. On a une proposition qui dit justement qu'il faudrait ajouter une formule d'amendement avec un vote qualifié aux 2/3 des voix. Tout simplement parce que ce qu'on veut éviter, c'est que ça puisse être ouvert trop facilement. Il faut que cette Constitution soit solide et soit imperméable à des changements selon des humeurs de gouvernement ou des humeurs d'époque. Et donc, avec une formule d'amendement qui nécessite un vote qualifié, il nous semble que ce serait plus garanti de protéger cette Constitution. Excellent. Je ne sais pas si, Christiane, tu veux ajouter quelque chose? Non, ça va. Tout à fait vrai. Exact.
Écoutez, je vous remercie pour votre présence à la commission parlementaire. Je vais céder la parole à mes collègues. Madame la députée d'Anjou-Louriel pour 3 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, merci à vous, Madame Lavoie, Madame Théberge et Madame Pelcha, qui est en ligne avec nous. Également, les anciens députés. Alors, merci de votre présence. J'aimerais un peu reculer et y aller pour une question plus générale en vous demandant, outre vos commentaires et vos recommandations, est-ce que vous êtes en faveur de l'édiction d'une Constitution? En soi, qu'un État ait une constitution, oui, je pense que c'est une question qui est dans l'air au Québec depuis déjà bien des années. Il y a des discussions quant à savoir de quelle manière ou quel est le processus qui va mener à ça, mais que nous ayons une constitution du Québec qui garantisse l'insertion des valeurs autour desquelles nous voulons mener une vie en commun. Nous pensons que c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'on a pris la peine de la regarder et puis de vous suggérer un certain nombre de choses qui n'ont pour d'autre but que de bien insérer la question de l'égalité entre les femmes et les hommes à chaque fois que ça nous semblait judicieux de le faire pour que ce ne soit pas omis à l'intérieur du texte de loi. D'ailleurs, dans les propositions que vous nous faites, vous nous dites de retirer l'article 29 sur l'avortement, mais vous constatez, comme nous, que les droits des femmes reculent partout en Occident sur la question de l'avortement. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une bonne manière de pouvoir prévoir que, finalement, l'État protège le libre droit des femmes de choisir? Je vais demander à ma collègue Christiane de répondre parce qu'elle a longuement réfléchi à la question, mais je lui cède la parole là-dessus. Merci. Alors, évidemment, comme tous les groupes de femmes, on pense que c'est une très mauvaise idée d'introduire l'article 29 dans la Constitution québécoise et que ce serait une atteinte aux droits des femmes à l'égalité que de laisser cet article-là tel qu'il est. Alors, ce serait une atteinte aux droits des femmes de pouvoir justement exercer le droit à l'avortement tel qu'il est reconnu autant dans nos lois que dans l'interprétation de ces lois. Je me permets d'ajouter que, selon nous, l'article 28, surtout si on écrivait « l'État garantit l'égalité » au lieu de dire « protège », il nous semble que cet article-là est assez englobant et assez fort. Absolument. Pour protéger l'égalité plus que protéger, pour garantir. Il nous semble qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Merci beaucoup. Monsieur le député d'Acadie pour 6 minutes 56. Madame la députée de Robert-Baldwin, 6 minutes 56, pardon. Voilà. Bonjour, Madame Pelcha, Madame Malavoie et Madame Théberge. On a tout un trio aujourd'hui avec nous. Messieurs les anciens députés, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. En ce qui a trait à l'article 29, tous les groupes de femmes et des organismes communautaires, il y a un consensus partout en ce qui a trait à on doit le retirer, cet article-là. Je voulais vous entendre. Je sais que Mme Pelcha, vous avez déjà répondu à la question, mais je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que vous vouliez ajouter concernant la nécessité de retirer cet article du projet de la Constitution. Écoutez, oui, j'aimerais dire que, encore une fois, personne ne doute de la bonne foi du ministre, M. Jolin, le ministre de la Justice, quant à son désir de protéger, comme il dit, le droit à l'avortement. Mais quand on dit ici que le remède est pire que le mal, je pense que c'est une illustration assez claire. Et vraiment, on plaide encore une fois, pour une dernière fois, de retirer cet article-là. Vous misez beaucoup votre mémoire sur la loi sur la parité. Donc, on va en parler parce que vous avez fait quand même un survol important des instruments internationaux dont le Québec, le Canada adhèrent, et particulièrement en ce qui a trait à la CEDEF. Et je vois ici à la page 5 une référence au Comité des droits de la CEDEF qui a adopté la recommandation 40 qui vient préciser que la parité dans les postes de décision est un droit constitutionnel qui découle du droit à l'égalité entre les sexes. Et donc, il y aurait une obligation de l'État de mettre la parité
dans la Constitution. Je le vois ici également, vous avez mentionné à la page 7, comme le comité de la CEDEF l'a confirmé, la parité entre les femmes et les hommes est une obligation des États afin de respecter leur engagement envers l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, ma question pour vous, si ce n'est pas inclus, la parité n'est pas, la reconnaissance n'est pas incluse dans la Constitution, est-ce que pour vous, on n'est pas en train de respecter nos obligations en tant qu'État? Je vais me permettre, Marie, de répondre, si tu veux bien. Alors, Madame la députée, indépendamment qu'il soit dans la Constitution, c'est ce que la recommandation 40 propose et demande en 2024, elle a demandé à tous les États membres de modifier leur Constitution pour inclure la parité dans la Constitution. Mais ce qu'elle dit, ce que dit le comité, c'est que la parité entre les femmes et les hommes est une obligation des États afin de respecter leur engagement. Alors qu'ils soient ou non dans la Constitution, c'est déjà une obligation constitutionnelle de l'État du Québec, de la même façon que pour respecter le droit des femmes à l'égalité, le droit à l'égalité, de la même façon qu'on a adopté une loi sur l'équité salariale justement pour corriger des inégalités. La parité, c'est pour corriger des inégalités aussi. Alors, c'est une obligation constitutionnelle. L'État du Québec est obligé d'agir en vertu de la CEDEF pour donner vie aux droits des femmes à l'égalité. Et encore une fois, le gouvernement du Québec le fait plusieurs fois, de plusieurs manières. Puis une de ces manières, c'est quand le gouvernement a adopté l'obligation pour les sociétés d'État d'avoir la parité sur les conseils d'administration. Et d'ailleurs, c'est le seul endroit au Québec où on retrouve la parité sur les conseils d'administration, c'est sur les sociétés d'État, parce que le gouvernement a dit, bien, si on veut donner droit à l'égalité entre les sexes, bien, il faut donner la parité. C'est la même chose pour la parité électorale. C'est la même chose pour la parité, en fait, dans tous les niveaux de gouvernement. Alors oui, c'est une obligation constitutionnelle que le gouvernement du Québec a, indépendamment du fait qu'elle soit inscrite dans la nouvelle Constitution. Cette obligation-là existe déjà. Et en ce sens, nous sommes invités à nous inspirer, je vois, de la France, qui a inclus dans sa Constitution l'article suivant. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Et donc, vous souhaitiez que cette clause soit intégrée dans la Constitution? Oui, ce libellé nous semble franchement à la fois simple et percutant, non? Et donc, on ne dit pas qu'il faut faire du plagiat d'une constitution à l'autre, mais on peut s'inspirer de ce qui nous semble bon, parce que, permettez-moi juste d'ajouter que c'est vrai qu'au Québec, on a fait des progrès sans loi sur la parité. Et quelquefois, on se dit, ben voilà, on n'a pas besoin d'une loi puisqu'il y a assez de conscience politique des différents partis pour présenter suffisamment de femmes candidates. Mais on sait qu'il peut y avoir des reculs. Et on sait que quelque chose qui n'est pas coulé dans une loi peut, selon les humeurs du moment, selon les gouvernements en place, selon les opinions des partis politiques, ça peut changer. Et si on veut que ce soit ferme, que ce soit clair, que ce soit simplement dit, mais clairement dit, il faut que ce soit enchâssé dans une loi. Et quoi de mieux que la loi fondamentale du Québec, c'est-à-dire sa Constitution? Quelques secondes? Non. Ça va? Ça va, merci beaucoup, merci. Madame. Monsieur le député de Maurice-Richard, s'il vous plaît, pour 2 minutes 19, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mesdames, pour vos propositions. On va les étudier avec énormément d'attention. Les questions de parité sont toujours un enjeu. Vous donnez l'exemple de la France, il y a évidemment le texte, mais il y a le résultat qui malheureusement est toujours pas, ils sont très loin de la parité. J'étais en train de regarder les chiffres là, à l'Assemblée nationale, ils sont à 36% de femmes et en fait ça baisse depuis 2017, 2022, 2024, ça baisse. Fait que malgré la loi, qui est très importante, il faut aussi de la volonté politique. On
peut voir au Québec que dans le Conseil des ministres, le nombre de femmes a diminué aussi au dernier gouvernement. Et puis je pourrais parler de Québec solidaire, où le nombre de femmes a diminué en pourcentage dans le caucus, malgré toute la bonne volonté. Donc il faut et la loi et la volonté, et donc c'est vraiment important. J'entendais, Monsieur le ministre, tout à l'heure parler de la dérogation. Une constitution, c'est un moment où le législateur se met ses propres limites aussi. Là. C'est comme, il y a plein de gens avant vous qui sont passés pour nous dire que les contre-pouvoirs étaient à risque dans cette constitution. Le droit à l'égalité est sujet à la clause dérogatoire. Est-ce qu'on ne pourrait pas, non pas être assujetti au méchant fédéral, là, mais juste entre nous se dire... il y a des règles du jeu qu'on devrait se mettre pour garantir le droit à l'égalité, qu'un gouvernement futur ne vienne pas juste dire moi, le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes, j'utilise la clause dérogatoire et ça ne me regarde pas. Je vais laisser notre experte en droit répondre à votre question. Monsieur le député, bien sûr, la souveraineté parlementaire, je pense que elle appartient aux députés et législateurs. Alors, la clause dérogatoire, je pense qu'il faut faire confiance aux élus et faire confiance quand ils l'utilisent. L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas seulement consacrée dans la Charte québécoise, et c'est partout dans tout dans le droit, mais aussi dans les politiques publiques. Alors, je pense que c'est important de le rappeler aussi. Mais il faut faire attention de jouer la clause dérogatoire contre l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, mais juste la question, c'est nous, on est effectivement souverain et on pourrait se donner des limites pour garantir qu'on n'abuse pas de la clause si elle va à l'encontre de l'égalité entre les hommes et les femmes. La question, c'est pas est-ce que les juristes... Vous savez vous le savez aussi bien que moi, quand on a adopté la Charte des droits et libertés québécoises, on s'est donné des règles pour que nous n'abusons pas de notre propre pouvoir en tant que législateur. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a imposé la Charte québécoise des droits et libertés. Donnez-moi un exemple. De quoi? D'un élément de la Charte qui vous empêche d'en abuser? Non, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire des lois homophobes, par exemple, parce qu'on a rajouté dans la Charte le fait que la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle est interdite. Donc, nous, en tant que législateurs, on s'est donné des limites. Merci. Et on a dit à la justice de pouvoir légiférer. Malheureusement, on a très peu de temps. Désolé. Le temps passe rapidement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, sur ça, je suspends les travaux quelques instants pour accueillir notre prochain invité. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.